Bonjour à tous. L'objet de cette vidéo est de présenter, de faire un report d'étape, retour d'expérience sur la conception d'une action de formation, donc de concepteur de formation à distance. Donc l'expérience est en cours, la formation est déjà lancée avec des stagiaires qui sont des bêta-testeurs et la première cohorte de stagiaires intégrera la formation au mois d'octobre. Très certainement. Alors l'idée c'était de créer une action de formation à distance qui soit une action au second degré de concepteur, de formateur, d'accompagnateur en formation à distance. Donc on va faire un petit peu le tour des différentes étapes et du projet. Alors le constat initial, c'est que la formation à distance est très coûteuse en ressources humaines à tout niveau. Lors de la conception, en courte formation, peut-être plus que le présentiel d'ailleurs, elle nécessite des moyens humains et matériels et logiciels spécifiques. Elle nécessite aussi l'acquisition de compétences spécifiques pour les individus et les formateurs qui vont participer à la création des supports. Donc les concepteurs et accompagnateurs qualifiés sont rares et donc dans l'avenir il va falloir en former. Alors l'idée c'est de former des concepteurs, ça offre plusieurs avantages. Donc un effet démultiplicateur sur l'offre future du CREPS, c'est-à-dire qu'on aura à disposition des concepteurs qui vont pouvoir étayer, enrichir l'offre de formation de l'établissement. On pourra disposer de compétences pour porter des projets futurs qui nécessitent beaucoup de main-d'œuvre. Et éventuellement, et ça c'est très important, disposer de formateurs et d'accompagnateurs FAD à mettre en face des stagiaires parce qu'il faut faire vivre les formations qui ont été créées. Donc le concept c'est une formation au deuxième degré en fait, c'est de ne pas créer des formations à distance, mais de créer, de produire des concepteurs qui eux-mêmes ensuite mettront en œuvre les projets. Donc les moyens matériels sont vraiment minimum mais conséquents quand même. Le CREPS est équipé d'ordinateurs puissants, des écrans 27 pouces, on peut travailler en multi-écran, on a des bonnes cartes graphiques qui permettent de faire de la vidéo et beaucoup de mémoire et tout va bien à ce niveau-là. On a une salle dédiée, un fond vert, des éclairages bon, un petit peu pas très professionnels mais qui fonctionnent bien. Un écran tactile mural pour faire court en présentiel et en même temps avec des caméras on arrive à faire de la diffusion en streaming et pouvoir faire du présentiel et de la diffusion pour des stagiaires qui sont en distanciel en même temps. Donc on n'a pas encore de caméra adaptée professionnelle ni de micro de très haute qualité, mais bon là les commandes sont en cours et puis en fait il faut faire des tests matériels avant. Donc les moyens logiciels par contre, on avait donc des licences Office 365 qui sont liées à l'INSEP. Le problème c'est que c'est payant, les stagiaires ne disposent pas forcément, les stagiaires futurs ne disposent pas forcément de cette suite Office. Et puis Microsoft est assez peu adapté, assez peu intuitif et coûteux par rapport à la concurrence des autres LMS parce que y a quand même pas mal d'outils sur le marché et donc c'est peut-être pas une bonne idée d'utiliser Microsoft pour le moment. Donc la suite Google gratuite avec ses versions payantes éventuelles est très intéressante en rapport qualité, fonctionnalité, prix, c'est vraiment très très bien. Le LMS de Google Classroom qui est vraiment très très convivial et qui fonctionne très, très bien même avec la version gratuite. Le LMS de Claroline Connect, donc Lyon 2, RNSPF, donc ça c'est vraiment la base, c'est là-dessus qu'on va pouvoir créer les espaces d'activité et puis les bacs à sable pour les stagiaires concepteurs qui vont s'entraîner à faire de la conception. Et puis au maximum, on va essayer de se centrer sur les applications open source ou gratuites, entre guillemets, disponibles sur Internet, pour des installations sur les périphériques, ordinateurs, tablettes, téléphones des stagiaires, mais aussi en installation sur serveur. Donc de préférence, l'idée c'est de rester sur du multi-support.
Si c'est pas compatible un peu avec toutes les plateformes, PC, Android, Mac, si c'est pas responsive au niveau de l'affichage, etc., on va essayer d'éviter. Et puis le cours lui-même, c'est-à-dire que la formation en elle-même, je l'ai hébergée sur mon serveur personnel Moodle. Mais les parties importantes de la formation se déroulent sur d'autres plateformes. Alors les moyens humains, donc un cadre A, sur une partie de son emploi du temps, donc c'est moi. Un chef de service formation qui adhère au concept et donc ça fait partie du projet du service formation, mais il a très peu de temps à consacrer, assez peu de temps à consacrer à ça. Quelques intervenants du CREPS, des intervenants extérieurs qui potentiellement pourront accompagner les stagiaires plus tard. Donc ils font partie actuellement pour certains des bêta-testeurs et des stagiaires, des stagiaires qui expérimentent la plateforme. Et puis on a au CREPS un informaticien qui aide à gérer les problématiques de connexion Internet, les problématiques de branchement de poste, de serveurs en local, etc. Mais il a très peu de temps à consacrer à ça. C'est quand même très précieux. La jeunesse du projet. Alors l'idée c'était de faire un recensement de tout ce qui existe au niveau des formations certificatives, ou non d'ailleurs, et puis de voir quelles sont les compétences et les formations et les certifications de formateurs en digital learning, blended learning, etc. Donc sur le ministère de l'Intérieur, on a pas mal de possibilités et une volonté de développer la formation à distance, notamment sur les formations secourisme, donc c'est même intégré dans les textes. Et donc on a des compétences qui sont des compétences de formateurs, de concepteurs de formation qui se développent, alors pas digital, hein, mais concepteurs de formation. Euh, au ministère de l'Intérieur, c'est 3 à 4 semaines de formation, dont seulement une semaine spécifique sur la conception de formation. On va dire qu'en 5-6 semaines, on est concepteur de formation au ministère de l'Intérieur. Éducation nationale, donc il y a des formations qui sont beaucoup plus longues, avec des formations à l'université, et donc là c'est plusieurs années. Ministère du Travail, on se retrouve avec des systèmes de formation qui sont le formateur professionnel d'adultes qui intègrent des compétences de digital learning et de conception de cours, de création de cours. Mais c'est une année complète de formation avec, on va dire, 3 à 4 mois qui sont spécifiques au travail sur des compétences qui sont digitales. Jeunesse et sport, mon point d'interrogation pour le moment, pas grand chose d'écrit noir sur blanc par rapport à la conception. Et on peut se poser la question de la proportionnalité. On voit que selon les ministères, on va de 3 à 4 ans d'études, voire plus, et à 4-5 semaines de formation pour obtenir le même certificat, en fait, les mêmes compétences déclinées sur un papier, sur un diplôme, une attestation ou un certificat. Alors ça pose un problème. Et ça nous laisse bien de la liberté pour pouvoir créer un projet qui corresponde à notre analyse des besoins. Alors la durée qui a été choisie, c'est partir sur une partie, de s'inspirer beaucoup du ministère du Travail, c'est de partir sur une partie des compétences et du dispositif de formateur professionnel d'adultes du ministère du Travail, et de partir sur 105 heures qui seront réparties en 30 heures en centre ou en visio, individuel ou par petits groupes. Donc les 30 heures, que ce soit le présentiel ou la visio, on va considérer que c'est interchangeable. On peut même cumuler un petit peu les deux, c'est-à-dire avoir des stagiaires en salle et en même temps des stagiaires qui sont en visio. Ça permettra aussi de fonctionner avec des stagiaires qui sont dispersés aux quatre coins de la planète. Sachant que le CREPS qui est porteur du projet, c'est le CREPS Guadeloupe, donc on est assez distant de la métropole. Donc l'idée c'est aussi de faire 75 heures en e-learning, qui sont 75 heures pour un formateur qui a les prérequis et qui est assez dégourdi en tant que formateur et en tant que aisance par rapport aux outils numériques.
Et puis un TP de stage qui peut être chronophage pour les stagiaires. C'est un TP de conception d'un court module de e-learning. C'est le TP qui sera le cœur de la formation et qui participera à la certification. Il sera réalisé par les candidats, par groupe, par petits groupes. Et donc ça va générer j'évalue entre 35 et 105 heures de travail pour un petit morceau, une petite conception de projet de formation. Donc l'idée est de partir sur 3 mois au niveau des sessions. Ça fait 6 semaines, 66 jours ouvrables, et ça fait quand même au moins 2 heures par jour ouvrable, plus, parce qu'il faut rajouter les TP de stage. Donc on s'aperçoit que c'est quand même quelque chose qui est assez contraignant et qui va nécessiter de la part des stagiaires de la disponibilité et de la motivation. Même si sur le papier ça paraît pas trop lourd, c'est quand même quelque chose qui est assez conséquent. Alors, les choix stratégiques, donc le formateur professionnel d'adulte du ministère du Travail, c'est un titre pro avec une composante digitale et donc son niveau semblait bien adapté, c'est du bac+2, c'est pas trop long, pas trop coûteux, il y a derrière une réalité de cadre d'emploi. Et puis, donc il y avait seulement 25% des compétences du formateur professionnel d'adulte qui concernent vraiment spécifiquement la problématique du digital et puis de la conception de formation et de l'accompagnement. Donc l'idée c'est de ne pas mettre en place une formation longue de 1 an, c'est pas notre cœur de métier, l'idée c'est de ne pas rentrer en concurrence avec des OF privés, mais au contraire peut-être de leur proposer la dimension spécifique et puis de conventionner avec eux pour leur apporter ce qui n'est pas leur point fort par contre. L'habilitation est assez lourde, peut être complexe, et puis pour peu de chiffre d'affaires annuel, et on n'a pas les ressources humaines en interne pour gérer des formations longues en plus de l'activité actuelle du CREPS en formation. Alors le public qui va pouvoir être stagiaire et intéressé pour participer à cette formation. Donc l'idée c'est un module spécifique à destination des particuliers, qu'ils soient formateurs ou non, sachant que s'ils ne sont pas formateurs et que s'ils ne sont pas à l'aise devant un ordinateur, ils n'auront pas grand-chose à faire dans le dispositif. Les organismes de formation, et dans ce cas, on envisage des conventionnements et puis de répondre à leurs besoins spécifiques cas par cas. Des entreprises éventuellement, parce que certaines entreprises des moyennes dimensions, les entreprises des très très grosses dimensions ont leur système, ont leur plateforme, ont leur LMS, ont leur service de formation interne. Ils sont déjà équipés, ils n'ont pas trop de besoin d'une expertise externe, mais des entreprises de moyenne dimension, pourquoi pas. Et toute institution ayant besoin de former des concepteurs, tout est bon à apprendre. En fait, on n'est pas orienté vers une spécificité sur un domaine, on peut s'adresser à des formateurs qui sont de tout domaine, de toutes origines. Alors le public, les prérequis, il faut un niveau minimum en informatique, je l'ai déjà dit. C'est quelqu'un qui met une demi-heure ou 3/4 d'heure pour arriver à retrouver son mot de passe et se loguer et retrouver l'URL ou mettre en route son ordinateur, ça va être difficile pour lui. Il faut avoir des connaissances de base en pédagogie, du bon sens. Donc l'idée c'est le public cible principal, c'est des éducateurs, des enseignants, des professeurs, des formateurs de préférence, ou des personnes qui ont une grosse motivation pour combler d'éventuels manques par rapport à ça. La certification, on part sur une attestation de compétences, vu qu'on n'aura pas d'agrément, d'habilitation, d'accréditation qui permet de délivrer un titre, un certificat, un diplôme. Donc l'idée c'est de faire une attestation de compétences, signée par le directeur de l'établissement. Donc les compétences spécifiques, elles seront évaluées par des productions stagiaires. On est sur des choses qui sont observables et le stagiaire va produire quelque chose qui correspond à ce qui est attendu dans le métier futur. Le concept, donc, c'est de grouper au maximum les compétences dans des épreuves de production qui correspondent à un ou plusieurs modules, mais de pouvoir localiser ça dans des modules pour pas que ça soit trop dispersé, sinon on va pas pouvoir vendre séparément les modules d'ailleurs. Et chaque module peut être vendu séparément.
Alors, selon plan individuel de formation ou les besoins d'une institution sous convention, notamment un OF qui aurait des besoins spécifiques. Alors après, il a fallu lister les compétences, peut-être les traduire un petit peu en les mettant dans un langage qui est un petit peu compréhensible, parce que c'est pas toujours facile de traduire les compétences en éléments qui sont objectifs pour faire de la pédagogie. Et puis, on va voir un petit peu après la certification comment on s'y prend. Donc là, j'ai mis sur chaque ligne la compétence, résumée en quelques mots, et puis le dispositif qui va permettre la certification, donc la production stagiaire. Alors, tuteur accompagnateur sur formation à distance. Donc l'idée, c'est de valider les stagiaires sur l'accompagnement d'un stagiaire sur un module. Donc qu'ils aient déjà une expérience, ce qui ne sera pas facile parce qu'il va falloir envisager sur la plateforme de mettre d'avoir des stagiaires qui sont en formation sur plusieurs modules et puis de pouvoir mettre les concepteurs en tant que tuteur accompagnateur et puis ensuite d'évaluer tout ça. C'est possible, ça va certainement bien se faire. Ensuite, être concepteur de grains de contenu. Là, on est quand même bien dans de la technique. Je sais bien qu'il ne faut pas rentrer dans la formation à distance par la technique, mais sans technique, on ne fait pas grand-chose pédagogiquement. Et être producteur de ressources digitales. Donc là, l'évaluation sera faite, la certification sera faite sur la production d'une vidéo style YouTuber et d'un GIF, petite capture d'écran, mais qui n'aura pas de son. Donc c'est deux petits éléments de production. Ça, c'est prévu dans la formation. Ensuite, technicien LMS, c'est-à-dire le concepteur, formateur, il doit connaître au moins un LMS et être à peu près autonome sur un LMS. Alors, quel qu'il soit. Alors, moi, j'ai prévu sur la formation au moins 3 LMS qui sont déjà intégrés au programme, mais dans le futur, il faudra peut-être ouvrir. Ce sera des modules qui seront optionnels. On ne va pas pouvoir... ça fera trop de temps en termes de formation. Donc chaque stagiaire choisira un LMS ou deux éventuellement s'il est motivé et fonctionnera dessus. Donc la création d'un cours Google Classroom, par contre, ça va être quelque chose qui est imposé à tous et c'est là-dessus qu'on va évaluer parce qu'à un moment, il faut bien évaluer quelque part. Donc dans la section Google Classroom, avec un compte gratuit Google, les stagiaires créeront un cours et inviteront d'autres stagiaires et alors un petit cours avec un cahier des charges et des modalités d'évaluation qui sont bien précisées, c'est-à-dire qu'il y a des exigences bien précises. La compétence de concepteur d'activité. Donc ça sera évalué par un TP de conception de formation à distance et là ça sera une activité qui se fera en groupe de 2 à 4 stagiaires, plus j'ai peur que ça soit un petit peu compliqué à coordonner. Et cette épreuve de certification là, qui est un TP de conception, qui est le TP de stage en fait, permettra aussi d'évaluer la compétence de concepteur d'évaluation, parce que dans la formation à distance que les stagiaires vont concevoir, il y aura de l'évaluation bien sûr, alors formative et ou certificative, mais en fait il faudra qu'il y ait de l'évaluation qui sera prévue. Et puis concepteur de scénario ou de parcours, alors ça c'est vraiment l'ingénierie, c'est être capable de gérer un projet et puis toute la répartition et l'organisation du cours. Donc c'est toujours sur la même épreuve que ça sera évalué. Ensuite, la compétence d'animateur de séquence en présentiel ou en visio. Ça c'est des choses qu'il faut absolument travailler. Donc il sera demandé aux stagiaires d'animer un webinaire ou d'animer un moment de présentiel en rapport avec leur activité, ce qu'ils auront produit ou des compétences très spécifiques qui font qu'ils vont avoir une richesse sur la formation. Et puis il y a des compétences qui sont transversales, qui sont presque des prérequis. J'appelle ça créateur page web. Je sais que c'est pas un référentiel métier, mais bon. Être capable de créer un site Google, donc être capable d'intégrer des iframes, de rentrer un petit peu dans le code, de voir un petit peu comment ça se passe, l'architecture, la publication, les brouillons, voilà. Donc ça c'est l'épreuve qui va être demandée, c'est la création d'un site Google avec 5 ou 6 exigences, l'intégration d'un calendrier, des choses comme ça. Ça c'est vraiment l'espéranto
de la personne qui est à l'aise devant un ordinateur et sur un LMS et pour concevoir des pages, des contenus, etc., etc. La durée, 105 heures. Alors, point d'interrogation, parce que ça fait peut-être beaucoup, mais à la fois, il semblerait que ça soit à peu près cohérent quand même. Alors, c'est 105 heures sans le temps consacré à la production lors du stage, hein, qui peut prendre pas mal de temps. Donc le site, il est sur le LMS Moodle, donc qui est Moodle, qui est une des plateformes, on va dire open source, dans le sens où on peut l'installer sur un serveur gratuitement, qui est une des plus répandues sur la planète. Et j'ai créé deux cours en fait. Un premier cours qui est le site, c'est un site internet qui est ouvert à tous, qui est la présentation inscription à la formation. Ça permet aux stagiaires de s'inscrire en étant déjà sur la plateforme, sur Moodle. Et puis ensuite, ils pourront s'inscrire en auto-inscription pour le moment sur le cours de concepteur accompagnateur en formation à distance, et puis ensuite fonctionner sur la formation. Le budget, combien ça va coûter, comment on fait pour calculer tout ça. Donc il y a eu pas mal d'adaptations qui ont été nécessaires par rapport au fonctionnement, au montage de formation en présentiel habituel d'un CREPS. Donc il a fallu prévoir alors les grands chapitres d'une formation, de toute façon, qu'elle soit présentielle ou à distancielle, c'est les intervenants. Et là par contre il y a pas mal de choses à voir, c'est-à-dire j'ai essayé de calculer le temps qui était nécessaire pour le tutorat, l'accompagnement, l'animation des visios, l'accueil des stagiaires en visio par petits groupes. On a du mal à fonctionner avec des gros groupes. On peut faire des webinaires et tout, mais bon, on rentre dans quelque chose qui est pédagogiquement peut-être pas toujours très 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 riche. Ensuite, il a fallu voir des dépenses qui sont des dépenses matérielles et logicielles que j'ai listées, parce qu'il va falloir notamment qu'on investisse sur des caméras, des choses comme ça. Donc j'ai mis 3 francs 6 sous dans de la dépense, dans un tableau de dépenses prévisionnel. Et ça permet, grâce à un outil qu'on utilise et que j'avais créé sur Excel à une époque et qui est utilisé depuis une dizaine d'années au CREPS, voire un peu plus, qui permet de calculer un budget. Et donc on se retrouve avec un coût horaire quand même qui est assez élevé, et qui passe un petit peu au-dessus des 20 euros. Cela dit, quand on regarde un petit peu le marché de la concurrence par rapport au prix, c'est la politique des prix par rapport à la concurrence, on est vraiment moins cher que la moyenne des formations de ce niveau et de ce type, qui vont jusqu'à carrément 100 euros de l'heure pour les plus chers. Mais on est de manière très très classique entre 40 et 50 euros. Donc on est presque moitié moins cher que la concurrence si on compare les mêmes produits. Alors, le plan de formation. Alors là, il se posait plein de questions. Bon, il est en ligne actuellement parce que les stagiaires peuvent commencer à s'inscrire. On a plein de problèmes qui sont par rapport au financement, etc. La prise en charge, notamment en Guadeloupe, où c'est on est un petit peu en retard au niveau des organismes financeurs. Sur la manière de fonctionner. Donc l'idée c'est de faire quelque chose de modulaire ou de proposer un bloc et les stagiaires doivent tout acheter. Donc on est parti sur du modulaire. J'ai peur que ça soit un petit peu compliqué. Certains stagiaires ont accès à certaines sections. Sur certains groupes de stagiaires, il faudra carrément créer un autre cours, donc faire un export-import de cours pour créer un cours spécifique pour eux. On va peut-être un peu se compliquer la vie, mais pourquoi pas. La possibilité donc de choix des compétences et des contenus en fonction éventuellement d'un budget, parce que les stagiaires n'ont pas toujours un budget qui leur permet de tout financer, et donc ils vont peut-être se restreindre à certains choix. Un plan individuel de formation à la carte. Oui, non, jusqu'où, simplement sur des modules, en allant plus loin. Pour le moment, je pense qu'on ne va pas fonctionner comme ça sera par gros blocs, par module. Et les possibilités d'allègement, même chose, je pense qu'on va rester sur le stagiaire fait tout le module, mais on ne va pas alléger de manière chirurgicale. Après, donc, je fonctionne beaucoup parce que je suis à l'aise sur des tableurs, et notamment sur Excel et les tableurs de Google. Et je fonctionne beaucoup sur l'intégration de systèmes qui sont des menus automatiques, des systèmes partagés. L'avantage, c'est qu'on est sur Moodle, mais en fait, on peut, le tuteur, accompagnateur ou formateur qui va être sur la formation dans le futur,
Lui, il a un classeur de base, hein, et dans ce classeur, il y a tout, il y a tout en fait. Donc ça permet de regrouper pour les tuteurs et les formateurs tous les éléments importants concernant la formation dans un seul classeur. Euh, et on est un peu moins dépendant de Moodle, surtout que là les stagiaires ils vont passer sur plusieurs plateformes et donc ça sera un peu simplificateur. La stratégie au niveau de la présentation de la plateforme, c'est de garder systématiquement quelque chose qui est très banal, c'est-à-dire de garder la charte graphique de base de Moodle, etc. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces formateurs auront l'occasion de travailler sur d'autres plateformes et donc l'idée c'est d'avoir l'ergonomie de base de la plateforme. Celle qui a été déterminée par les concepteurs qui ont réfléchi pour que pédagogiquement ça soit le plus simple pour les stagiaires. Donc je suis resté, j'ai pas installé de template ou de système de CSS qui modifie l'aspect graphique. On reste sur quelque chose de standard. Les stagiaires auront leurs repères pour le futur sur d'autres plateformes. En sommet de cours, oui, de cours, on va dire, de formation, je mets systématiquement un menu qui est toujours présent à l'écran. Alors ça tient un petit peu de la place, mais ça permet aux stagiaires d'avoir les liens vers les éléments qui sont redondants, qui sont permanents et sur lesquels il aura l'occasion d'aller régulièrement. Alors les thèmes DTP, ça c'est très important. Les objectifs, c'est-à-dire que la capacité, enfin tous les outils qui sont nécessaires pour aller travailler sur les projets de conception. Le recensement des besoins de formation, les vœux par rapport aux horaires, sur les visios par exemple, c'est très très intéressant, surtout que là en Guadeloupe on a des problèmes par rapport au décalage horaire, donc entre les stagiaires qui sont en métropole, ceux qui sont en Guadeloupe, et ben, on a un système qui permet de gérer ça. Les liens vers les forums directs, le calendrier bien sûr, le calendrier j'ai pris le parti d'utiliser le calendrier Google. Les événements qui sont sur la plateforme Moodle, le calendrier spécifique Moodle est annexe, on l'utilise très peu. Et systématiquement, tous les événements sont sur le calendrier Google. Ça permet de planifier les visios, etc. en 2 clics de souris et de partager, de diffuser, d'envoyer par mail à tous les stagiaires assez facilement les informations sur les modifications des événements, etc. Voilà, donc et puis j'ai fait un lien vers un menu qui compile tout parce que sur la plateforme Moodle, je trouve que c'est pas très très fonctionnel et en tant que stagiaire, je pense que c'est intéressant d'avoir un menu qui récapitule en une page un peu tout. Donc des systèmes de sondage, par exemple sur les disponibilités des stagiaires avec des cases à cocher. Alors l'avantage c'est que c'est partagé, les stagiaires peuvent modifier, mais ils peuvent pas aller casser les cellules qu'il faut pas. Et en même temps, c'est intégré à l'intérieur par un iframe de la plateforme. Donc c'est des choses qui sont quand même assez pratiques et qui permettent de regrouper hors de Moodle toutes les informations qui ont été collectées dans Moodle. Alors, j'ai des questionnements qui sont importants par rapport à la stratégie pédagogique. Des choses qui ne sont pas encore complètement élucidées. Les places de l'activité de découverte, la situation de référence préalable. C'est vrai que c'est très bien pédagogiquement de fonctionner en mettant les stagiaires les mains dans le moteur, en leur demander d'essayer des trucs, et puis ensuite de partir de cette expérience de pratique de terrain, donc d'expérience globale, en fait, où on leur demande de mettre en œuvre les compétences qui n'ont pas encore été développées, et ensuite revenir dessus, faire un état des lieux, et puis travailler sur le développement de ces compétences pour arriver à travailler, à progresser dans la situation de référence qui est celle du métier, quoi. Ça, c'est difficile parce que je trouve que c'est très chronophage. Donc, je suis resté sur quelque chose qui est un petit peu plus traditionnel pédagogiquement pour le moment, qui est, on fait une activité de découverte qui est très très courte, qui est une sensibilisation simplement. Et puis ensuite, on passe sur de l'apprentissage. Et puis ensuite, on applique. L'application, c'est les activités qui sont les activités de certification, c'est-à-dire c'est des productions stagiaires. Alors l'apprentissage, c'est pas facile d'organiser le travail par groupe en blended, je trouve. Il va falloir vraiment formaliser les choses, ça va être chronophage en termes de tutorat,
Et se pose aussi le problème des stagiaires qui ont des besoins sur des projets qui sont très spécifiques et où ils se retrouvent un petit peu tout seuls. Donc il va falloir aussi peut-être imposer à certains de travailler en groupe, pas toujours évident. Activité d'application, le rôle du formateur dans le suivi. Donc là, le formateur devient vraiment tuteur accompagnateur sur de la production d'activités de certification. Donc il ne faut pas donner les solutions. Combien de temps ça va prendre, combien de temps on va consacrer à ça. J'ai prévu pas mal d'heures pour prévoir un petit peu large. Et je pense que c'est très très important d'accompagner les stagiaires, pas que sur la formation, mais aussi sur leur TP et sur leur application, en intégrant les groupes, mais en ayant un rôle de modérateur, de régulateur, de relance, etc., etc. Alors, dossier d'inscription, l'idée c'était de ne pas fonctionner avec du papier, mais bon, les procédures internes à un CREPS nécessitent un dossier papier, donc il va y avoir la double inscription, il va y avoir le dossier papier qui est la vraie inscription, et puis un formulaire en ligne qui permet de dématérialiser un petit peu, et puis surtout d'éviter, de m'éviter en tant que coordonnateur de ressaisir des informations. Comme ça va directement dans les tableurs de liste stagiaire et les choses sont automatiquement à jour. Inutile de faire de la saisie manuelle, c'est le stagiaire qui s'en charge. La dématérialisation, elle n'est pas encore bien au point dans notre ministère, hein. Ça avance, mais ça va doucement, hein. Paiement en ligne, des choses comme ça, c'est en cours. Voilà. Je pense que tous les crêpes se sont un petit peu en train de vivre cette aventure. Alors le cours sur Moodle, il prend la forme de 24 chapitres. Alors sur Moodle, ça s'appelle des sections, mais bon, c'est des chapitres. Et 4 optionnels, notamment par exemple, il y a 3 chapitres sur 3 LMS différents, donc le stagiaire aura en choisir un au minimum. Et puis des petites spécificités, le module Classroom se déroule sur Classroom. Apprendre à utiliser Classroom, ça se fait sur un cours que j'ai transféré sur Classroom. Donc il faudra que les stagiaires, je les inviterai au cours et ils fonctionnent sur le cours Classroom. Et idem pour Claroline. L'idée c'est quand on est apprenant, autant apprendre sur la plateforme. Et puis en moyenne ça fait 5 heures par chapitre. Et quand on voit l'intitulé de certains chapitres, c'est un petit peu inquiétant. Donc il va falloir vraiment mettre pas trop la barre haute pour chaque chapitre, hein. Alors j'essaye de mettre certains contenus, certaines activités de manière facultative. C'est-à-dire que le stagiaire qui est au point, qui fonctionne bien et qui a le niveau, qui s'auto-évalue comme étant déjà compétent, eh bien, il n'a pas besoin d'aller suivre. Par contre, les stagiaires qui ont des problèmes dans la section sont encouragés à aller voir ce qui est un petit peu entre parenthèses. Donc la formation expérimentale est en cours et pour le moment ça semblerait à peu près cohérent, hein. Donc à suivre, on verra, et c'est lors de la première vraie cohorte qu'on pourra voir s'ils ont du mal. Alors, j'ai des questionnements par rapport au niveau de la formation. Pour moi, la conception de formation à distance, donc l'ingénierie, c'est plutôt du niveau 6. On n'est pas franchement à Bac+2, on est plus haut à mon avis, si on veut vraiment être efficace et compétent. Par contre, l'accompagnement à la formation et le tutorat, c'est plutôt à situer au niveau 5, hein, Bac+2. Mais par contre, on s'aperçoit aussi qu'un formateur en présentiel, jusqu'à présent, il conçoit son cours, mais il est en présentiel, et donc il est concepteur en fait. Donc pourquoi est-ce que le fait que ça se passe sur une plateforme, que ça soit en digital, ça nécessiterait plus de compétences et plus d'années et plus de temps de formation? J'ai des questionnements par rapport à ça. Je pense qu'en situant le niveau à Bac+2 du style formateur professionnel d'adulte, je pense qu'on est à peu près dans un dosage qui est raisonnable, sachant qu'ils sont en limite de compétences par rapport à des problématiques d'ingénierie et de conception, hein. Sur des projets, il y a certains points qui sont un petit peu limites. Sachant qu'un concepteur de formation, il travaille en équipe, c'est pas quelque chose qu'on va faire tout seul, et donc derrière, eh ben, par exemple sur un organisme de formation, eh ben, il va y avoir la direction de l'organisme de formation, où là il y a des ingénieurs et des gens qui ont un niveau supérieur, qui vont superviser les projets,
qui vont être porteurs et coordonnateurs de la conception. Alors, j'ai d'autres questionnements. Quelle place donner aux compétences spécifiques ou techniques des stagiaires concepteurs? Du style, si on a une cohorte de stagiaires qui sont des formateurs d'électriciens ou des professeurs de maths, se posera peut-être le problème de l'adaptation de la formation. Il peut y avoir des spécificités. On peut être un petit peu embêté pour les tutorer ou les accompagner sur les projets. Il faudra envisager certainement des adaptations. Donc un formateur en informatique ou en programmation sera bien sûr très très à l'aise sur les outils numériques et il aura quasiment rien à apprendre. Il va tout de suite s'adapter au LMS, à Moodle, etc. Il va même rentrer dans le code très très vite, alors que certains, les électriciens, ont peut-être plus de problèmes. Donc on va avoir des profils de compétences par rapport à leur origine, on va dire, spécifique. Donc il faudra en tenir compte. Alors peut-être qu'une des solutions, c'est de les regrouper et donc de personnaliser un petit peu la manière de traiter, la manière de les accompagner sur la formation en fonction du groupe de compétences d'origine, du groupe de spécialité d'origine. Après d'autres questionnements, et puis après viendront les questions, vos questions. La classe inversée. Quel choix de technique pédagogique pour la visio et le présentiel, ou la visio et présentiel, ou le webinaire? On dispose de pas mal de choses. Pour le moment, j'ai pas encore vraiment choisi. Je teste un petit peu tout. C'est assez intéressant systématiquement, de toute façon. Travaux pratiques dirigés. Est-ce que c'est pas du cours? Donc, est-ce que c'est vraiment de la classe inversée? Exposé participatif. Oui, mais s'il y a participation, donc ça veut dire qu'on est capable de bien gérer le chat ou d'être en petit groupe et puis d'avoir tous les micros ouverts. Le brainstorming, même chose, hein, il faut aussi qu'on soit en groupe assez restreint, on ne peut pas se mettre à 40 sur un webinaire en brainstorming, c'est pas possible. L'utilisation de documents partagés, notamment de tableurs partagés, justement pour que chaque stagiaire puisse s'exprimer par écrit directement sur l'écran qui lui-même est partagé, ça peut être sympa. Donc les webinaires un peu plus massifs et qui peut être animé par les stagiaires. Les prises de parole, compte rendu. Donc donner la parole à un stagiaire, lui faire organiser une visio et puis lui donner un thème à traiter ou l'objectif de faire un compte rendu d'une production, d'une activité ou d'une expérience. Les questions-réponses. Partir sur des questions-réponses, du jeu de questions-réponses où le formateur va répondre en direct. Le jeu, il y a des possibilités de jeu qui sont interactives, qui sont en ligne, on va être à plusieurs et on va jouer ensemble sur quelque chose qui a un rapport bien sûr avec les objectifs de la formation, etc. Moi pour le moment je suis très intéressé pour essayer d'explorer plus de pistes et en même temps d'une certaine manière si on met en œuvre ces techniques pédagogiques ça permet aussi aux stagiaires qui sont eux-mêmes des formateurs donc d'expérimenter et d'avoir l'envie éventuellement de les utiliser par la suite. Voilà, donc je pense que la présentation de la formation est à peu près, du projet est à peu près finie. Et par la suite, je vous propose, si vous le voulez, de vous montrer un petit peu la plateforme, de vous montrer un petit peu les outils de coordination, ou le système qui permet les calculs de budget, mais surtout de répondre aux questions. Voilà, merci de votre attention et puis on va passer à la phase de questions.